libération de Paris, Henri Amouroux raconte. Libérer Paris, ah certes, mais est-ce possible alors que les Alliés sont si loin encore et que les Allemands sont toujours là? En effet, pour conserver Paris, les Allemands disposent autour de la ville de 25 000 à 30 000 hommes et puis d'une vingtaine de batteries de canons de 88 qui sont des canons en principe destinés à la lutte contre les avions mais qui servent également à la lutte contre les chars. Et dans Paris même, 4 000 hommes environ regroupés en compagnie d'alerte et pouvant utiliser 36 points d'appui, 36 points de résistance. Parmi ces 4 000 hommes, 2 régiments de SS et naturellement, sans compter les hommes des bureaux, les hommes et les femmes des bureaux qui ne comptent pas pour une bataille. Une soixantaine d'avions, quelques chars, non pas des Tigres comme on le dira souvent, mais des Mark III ou des Mark IV, et puis même des autoblindées françaises qui remontent à 1917. Pour commander ces troupes, et c'est important, un homme, le général von Choltitz, qui a été nommé le 3 août, et qui a été nommé le 3 août par Hitler au commandement de Paris. On l'a enlevé des divisions allemandes qu'il commandait sur le front de Normandie pour le mettre chef du Grand Paris. Il a 50 ans, c'est un ancien page de la reine de Saxe, il est issu d'une vieille famille monarchiste, c'est un homme très dur dans le combat, mais qui n'a aucune estime pour les SS, pour la Gestapo, pour le régime nazi, et qui sait d'ailleurs que la guerre est perdue. Et cette perception de la défaite allemande comptera dans son attitude dans les jours à venir. En face de ces Allemands, combien de FFI, combien de FTP? Les chiffres, naturellement, discordent, et discordent d'autant plus que, partis de très peu, les FTP et les FFI vont se retrouver très nombreux le 25, le 26 août, et c'est parfaitement naturel. Mais en tout cas, très peu d'hommes armés. 4 ou 500 à peu près, si l'on accepte les policiers. De février 1944 au 15 mai 1944, l'aviation alliée a parachuté 76 290 mitraillettes en France, dont seulement 114 sont allées à la région parisienne. 27 961 revolvers, dont seulement 18 sont allés à Paris. Bien sûr, il y a les Alliés, mais les Alliés sont très loin encore. La deuxième DB qui va avoir le rôle que vous savez, qui compte 16 000 hommes, 410 blindés, dont 240 chars, 650 canons, a débarqué le 1er août en Normandie. Elle a débarqué sous le commandement de cet homme absolument extraordinaire par son magnétisme, le général Leclerc, un entraîneur d'hommes qui savait que la science militaire n'est rien si elle ne s'appuie pas sur la psychologie et sur la connaissance des hommes. Jacques-Philippe de Hautecloque, général Leclerc. Mais la deuxième DB, le 16 août, est affectée au 5e corps de la première armée des États-Unis. Elle s'est battue à Falaise. Elle est encore assez loin de Paris. Ce même 16 août, la 35e division des États-Unis est à Orléans, c'est-à-dire à 120 km de Paris. La 5e division américaine est à Chartres, le 18. La 79e est à Mantes, le 19. Les Alliés, en vérité, n'ont pas prévu d'entrer dans Paris. Ils ne veulent pas d'une bataille de rue. Ils veulent cerner Paris, le déborder, le faire tomber comme un fruit mûr. Ce serait la sagesse. Mais n'est-il pas humiliant, lorsqu'on s'appelle Paris, de tomber comme un fruit mûr? N'est-il pas humiliant, lorsqu'on s'appelle Paris, après avoir été abandonné sans combat en juin 40, d'être délivré sans combat en août 1944. Paris, ou plutôt les Parisiens, vont troubler la chronologie prévue par les Alliés. Paris, en effet, tremble d'impatience à la lecture des communiqués, à l'audition de la radio, car l'électricité marche, non pas toute la journée, mais à certaines heures. Le téléphone, lui, marche, il ne s'interrompra jamais pendant toute la bataille de Paris. Il y a d'ailleurs de plus en plus nombreuses des feuilles qui paraissent et qui appellent aux armes. Et le Comité national de la résistance s'est réuni rue des Pyramides et il décide de faire manifester le 14 juillet. Manifestation qui a d'ailleurs assez peu de succès. Les gens se disent, après tout, ça ne vaut pas la peine, nous sommes à quelques jours de la libération, ça ne vaut pas la peine de prendre des risques inutiles.
Donc pas tellement de succès, sauf à la Nation et place de la République, où la manifestation, qui est encadrée par des FTP, se déroule là, véritablement, pendant 1 heure, et où elle est assez impressionnante. Et puis les attentats se multiplient. Le 17 juillet, un officier allemand est tué boulevard Haussmann. Le 18, un soldat pont de Valois. Le 19, un autre soldat au but de Chaumont. Le 28, des Allemands sont tués rue de Tolbiac. Et les Allemands exercent des représailles immédiates, fusillant les auteurs présumés des attentats et laissant le corps sur le trottoir avec une pancarte. C'est ici que j'ai assassiné un soldat allemand. Pour cela, j'ai été fusillé. Et puis, on entre dans ce mois d'août qui va avoir la conclusion que vous savez. Le 10 août, une décision de l'Union des syndicats est prise, décision qui conclut à l'arrêt de tous les trains. Mais la grève démarre assez lentement, il faut le reconnaître. Et finalement, elle n'aura effet véritable que le 18 août. Un autre ordre de grève va être lancé. Il touche la police parisienne qui compte 22 000 hommes. Le rôle d'une police n'a jamais été de faire des révolutions, bien entendu. Et pendant 4 ans, la police parisienne a obéi aux ordres. Des ordres qui exigeaient souvent qu'elle soit impitoyable et qui la faisaient, aux yeux de beaucoup, passer pour pro-allemande. Alors qu'en réalité, on rejoint là un des problèmes essentiels qui se posent au début de toute occupation, alors qu'en réalité, la police parisienne a servi en partie les Français et les Parisiens. C'est le problème qui se pose au début de toute occupation. Faut-il que l'administration reste en place? Est-il plus utile qu'elle reste en place? Ou bien doit-elle s'effacer totalement et laisser tous les pouvoirs à l'occupant? En tout cas, la police parisienne était composée en minorité de collaborateurs, en minorité de résistants, et entre ces deux minorités, il y avait, comme dans toute foule, et 22 000 hommes, c'est une foule, la masse, le marais des attentistes. Mais en présence de l'événement prévisible, c'est-à-dire la libération de Paris, en présence de cet événement, les policiers décident de prendre parti, et c'est le comité national de la police qui, le 13 août, lance un appel à la grève générale pour le 15 août. Et à dater du 15 août, avec l'accord des deux autres mouvements de résistance qui s'appellent Honneur de la police et Police et Patrie, les policiers parisiens vont, à quelques jours de la libération, brutalement se mettre en grève. Si l'on vient de si loin, surtout ne croyez point que c'est pour voir de près mes roses, mes œillets, mes violettes de Parme. On s'arrête ébloui, mes bouquets sont jolis, mais mon geste élégant, mon sourire éclatant ont encore plus de charme. Les fleurs que j'ai pour vous viennent de n'importe où, mais celle qui sourit en vous disant merci, c'est de la fleur de Paris. Cette fleur de Paris que chante Mistinguett a été enregistrée en 1942. Ce n'est pas encore la fleur de Paris de la Libération, mais cette fleur de Paris de la Libération, elle ne va pas tarder à éclore. Henri Amouroux. Lutter, oui, se battre, oui, beaucoup de Parisiens sont d'accord, mais qu'en pensent les Alliés? Ce qu'ils en pensent, Jacques Chaban-Delmas, délégué militaire national qui arrive de Londres, va le dire le 16. Il a vu en effet le général Koenig qui a la responsabilité suprême de tous les FFI. Et Chaban-Delmas est porteur d'informations et d'instructions. En effet, je l'ai dit tout à l'heure, les Alliés ne comptent pas entrer dans Paris avant le 1er septembre. Ils veulent déborder la ville, ils ne veulent pas d'un combat de rue. Mais à Paris vivent deux chefs militaire, l'un qui s'appelle le colonel Lisée dans la Résistance, en vérité de son vrai nom c'est Marguerite, et l'autre le colonel Roll, de son vrai nom Tanguy. Ces deux hommes, qui sont d'opinions tout à fait différentes, puisque Marguerite est un homme profondément catholique, profondément chrétien, et Roll Tanguy est un homme passionnément communiste. Ces deux hommes sont d'accord, eux, pour le soulèvement. Ils sont favorables au soulèvement.
Il faut évoquer ce duel entre les ordres venus de Londres, c'est-à-dire de la France libre, c'est-à-dire de Gaulle, et la volonté des chefs militaires parisiens, quelle que soit d'ailleurs leur appartenance. En vérité, par-delà ce qui peut paraître comme un peu byzantin et incompréhensible, se déroule une autre lutte, un autre combat. Il est important de savoir si Paris sera pris avec ou sans combat par les Alliés. Il est encore plus important de savoir si Paris sera ou non détruit par les Allemands, comme Hitler en a donné l'ordre. Mais il est aussi très important de savoir de qui le général de Gaulle et le gouvernement provisoire, et un gouvernement qui n'est pas encore très assuré, de qui de Gaulle va recevoir Paris. Est-ce qu'il va recevoir Paris des hommes qu'il a nommés, lui, de Gaulle, c'est-à-dire Parodi, qui est son délégué général, Chaban, qui est son délégué militaire national, Luizet, qui est le nouveau préfet de police, ou bien des communistes qui pensent pouvoir s'appuyer en partie, et qui s'appuient en partie d'ailleurs sur le Comité national de la résistance que préside Georges Bidault, comité qui étant composé de résistants qui ont toujours vécu sur le sol de France et vécu dangereusement, traqués par les Allemands, ont sur la libération de la France, sur les suites à lui donner, des idées très différentes de celles des hommes de Londres. Il y a, voyez-vous, là, un débat essentiel et qui n'est pas un débat mineur et qui n'est pas un débat méprisable. C'est de savoir, en vérité, qui aura le pouvoir dans les heures qui vont suivre la libération de Paris. Le 18 août, les comités de grève de la police ont donné l'ordre à 3000 agents armés, mais en civil, de se masser aux abords de l'hôtel de ville et de prendre la préfecture de police, ce qu'ils font, car prendre la préfecture de police, ça signifie entrer dans la préfecture de police qui n'est pas défendue par les Allemands, et qui est occupée par le préfet de police de l'époque, nommé par Vichy. Et puis, les policiers s'emparent, occupent la préfecture de police. Le même jour, le 19, l'hôtel de ville est occupé par Roger Stéphane et par une vingtaine d'hommes. Le 19 encore, il y a des réunions rue de Grenelle avec le bureau du Conseil national de la résistance, et puis des hommes comme Parodi, comme Luizet, le préfet de police, comme Tollet, qui est communiste et qui est président du comité parisien de la libération. Et c'est toujours le même débat pour ou contre l'insurrection. Les ordres de Londres disent non à l'insurrection, ce n'est pas le moment, vous allez faire sacrifier inutilement des hommes et des femmes alors que Paris sera libéré dans quelques jours, et les résistants, et surtout les résistants communistes, encore qu'il est tout à fait naturel de dire que Chaban est un résistant, Parodi est un résistant, mais ils ont, eux, le point de vue du général de Gaulle, et ce sont les hommes du général de Gaulle. Les résistants qui expriment l'opinion du général de Gaulle sont contre l'insurrection immédiate, et ceux qui ont d'autres positions politiques sont pour l'insurrection. À ce moment-là, un homme entre dans le jeu, ce jeu compliqué de ces derniers jours d'occupation, jeu qu'il faut bien expliquer, même s'il est compliqué. C'est le consul de Suède qui s'appelle M. Nordling et qui va jouer un rôle d'apaisement auprès de tout le monde d'ailleurs, auprès des résistants, mais également auprès du général allemand Choltitz. Il va faire la liaison entre les uns et les autres. Il va obtenir des Allemands que Paris soit défendu. Car un général, qu'il soit français, allemand, de n'importe quelle nationalité, doit accomplir son devoir, qui est de défendre la ville qu'on lui a confiée. Donc, il va obtenir que Paris soit défendu, mais ne soit pas détruit. Entre les deux mots, il y a une immense différence et des monceaux de ruines et des milliers de morts. Choltitz n'a pas sauvé Paris, comme quelquefois on l'a dit hâtivement, mais il aurait fort bien pu le détruire, et ne fût-ce d'ailleurs qu'en le faisant bombarder par les avions qui étaient à quelques kilomètres de la ville. Cela, il ne l'a pas fait, et il est nécessaire de dire et de le répéter.
Alors des combats ont éclaté, des combats sporadiques qui continuent et rôdent toujours cette idée d'une trêve que le Conseil national de la résistance accepte le 20 août 1944. Mais à ce moment-là, il n'y a que 6 présents sur 16 personnes qui appartiennent au CNR. Ils décident par 5 voix contre une, c'est celle du communiste Villon, d'envoyer une délégation chez Nordling pour qu'on se mette d'accord sur une trêve au terme de laquelle d'ailleurs, ou dont les conditions seraient plutôt la reconnaissance des FFI comme unité combattante, les occupations des bâtiments ne seraient pas mises en question par les Allemands, c'est-à-dire que les bâtiments occupés par les FFI ne seraient pas attaqués par les Allemands, et les troupes allemandes évacueraient rapidement Paris par des itinéraires choisis par les FFI, désignés par les FFI. Ils évacueraient Paris à l'exception de quelques points de résistance symboliques qui tomberaient après sous la pression des armées alliées sans grand combat. Mais si cette trêve est décidée le 20, les combattants des rues, qui sont en vérité un peu perdus, non pas dans la nature, mais dans le maquis, dans le lacis des rues, ces combattants n'en savent rien. Il y a bien des voitures haut-parleurs qui passent à droite et à gauche, mais ce n'est pas entendu par tout le monde, et ce n'est pas écouté et suivi par tout le monde, d'autant plus qu'à 16h45, ce même 20 août, le colonel Roll, qui avec le colonel Lisée, dirige la résistance militaire, décide, lui, que tant que les Allemands seront dans Paris, on se battra. Et d'ailleurs, il explique que les combats n'ayant jamais cessé, il n'y a pas de raison qu'ils cessent. Et puis, cette journée se déroule donc un peu dans la confusion, dans le désordre naturel de cette époque finalement très troublée, bien sûr. Et à 22h31, Jean Guignebert, Pierre Crénès et Pierre Schaeffer effectuent la première émission de la radio libérée. Nous n'avons pas ce disque, je vous ferai entendre tout à l'heure une autre émission qui va suivre à quelques heures. Mais celui-là, nous ne l'avons pas. Oh, c'est très simple. C'est la Marseillaise qui passe sur l'antenne, et puis Pierre Crénès dit « Ici, radiodiffusion de la nation française ». Il n'ajoute pas un mot. C'est tout pour ce 20 août 1944. Mais avec ces 7 mots, cela signifie qu'un monde finit et qu'un monde commence. Le 21, les insurgés, enfin les FFI, les résistants, s'attaquent à l'Élysée, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Guerre, au ministère de l'Agriculture, à la gare de l'Est, aux Halles, à la Bourse du Travail. Ils prennent tous ces bâtiments publics, ils s'en emparent, avec ou sans combat. Il y en avait qui étaient défendus, il y en avait d'autres qui étaient défendus simplement par des huissiers qui ouvrent les portes, bien entendu, et des hommes qui ont été délégués dans la clandestinité et délégués par Londres se dirigent déjà vers ces ministères dont ils vont avoir les charges. C'est ainsi que se mettent en place le futur gouvernement, enfin pas gouvernement, mais c'est des secrétaires généraux de ministères qui vont occuper, en attendant que le gouvernement qui est à Alger rejoigne, qui vont occuper les places. Par exemple, le ministère de la Justice est occupé le 21, ou même un jour avant, par l'avocat communiste qui s'appelle Villard, qui va être là pendant quelques jours. Et puis Parodi, délégué national du général de Gaulle, s'installe à l'hôtel Matignon. Et la première réunion des secrétaires généraux provisoires va avoir lieu autour de Parodi dès le 21. Et on discute toujours, trêve ou pas trêve, car les Alliés avancent, mais ils n'avancent pas assez vite pour que l'on puisse espérer encore, tout au moins à Paris, qu'ils soient là dans 4 ou 5 jours. Le miracle ne va se réaliser, mais pour l'instant il n'est pas encore perceptible. Et on arrive à un accord, c'est-à-dire qu'on accepte de conclure une trêve, le CNR accepte de conclure une trêve qui sera dénoncée le 22 à 17h. Et le 22 août 1944, FFI, FTP, population et curieux passent à l'offensive. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de
de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, très vite. Oh, et saboteur, attention à ton pas. Offensive, ça veut dire quoi? Choltitz, à Paris et en banlieue, dispose de 16 000 hommes encore, de 78 chars, d'une soixantaine de canons, et puis encore toujours de plusieurs dizaines d'avions dans la banlieue parisienne. En face, beaucoup plus de monde, mais beaucoup moins d'armes. Partout, on a sorti des drapeaux. Je crois que ce sont la prodigieuse éruption, floraison des drapeaux. C'est cette floraison, cette irruption qui restera présente dans beaucoup de mémoires. D'où venaient-ils tous ces drapeaux? Quand les avait-on cousus? Où avait-on trouvé l'étoffe? Mystère. Mais enfin, ils sont là, bleu, blanc, rouge, alors que pendant 4 ans, le bleu, blanc, rouge avait été interdit et avait disparu de la ville. On a dressé des barricades. Ce ne sont pas des barricades faites comme en mai 68, avec des voitures, car il y a très peu de voitures disponibles dans Paris. Bien entendu, il y a les voitures allemandes, mais cela, il faut aller les chercher, les prendre, et ce n'est pas simple. Mais ce sont des barricades faites avec des sacs de sable de la défense passive, avec des pavés comme en 1830, comme en 1848, et les gens se passent main à main les pavés. Et je trouve cela passionnément symbolique, si vous voulez, comme il y a dans les églises le baiser de paix. Ce geste de passer des pavés de main en main est en quelque sorte, si j'ose dire, un baiser de guerre. Et les hommes et les femmes se passent des pavés, et on ne sait pas quel est son voisin, mais c'est un voisin de la rue, c'est un homme ou une femme qu'on ne connaît pas, mais on se trouve unis par cette chaîne grâce à laquelle on va bâtir des barricades faites avec ces pavés, comme en 1830, comme en 1848, comme dans toutes ces révolutions parisiennes qui naissent dans les quartiers populaires, le plus souvent. Et ces pavés sont également, à ces pavés sont joints des arbres que l'on a abattus. C'est un conseil des mouvements de résistance. On demande que tous les arbres soient abattus pour faire des barricades, et puis quelques meubles, quelques bancs, bref, tout ce que l'on peut trouver, en imaginant que ces barricades pourront résister aux chars allemands. Elles résisteront plus ou moins parfaitement. Mais en tout cas, elles vont créer des chicanes, des encombrements, elles vont réduire et briser la force de résistance allemande. Ça a toujours été d'ailleurs le rôle des barricades. Le rôle des barricades est d'être pris, mais après avoir retardé la charge adverse. Il en est ainsi d'ailleurs dans toutes les révolutions. C'est une guerre révolutionnaire, ce n'est pas une guerre classique. Drapeaux, barricades, journaux, c'est-à-dire drapeaux, symboles, barricades, actions, journaux, information. Information naturellement passionnelle, information révolutionnaire, mais information. C'est le 21 août que Parodi, délégué national de la Résistance, a donné aux journaux l'autorisation de sortir, de paraître, et des titres nouveaux vont naître, bien entendu, sur une feuille recto verso. Ces titres s'appellent Combat, Franc-tireur, Défense de la France, Libération, Front National, Parisien libéré. Et quelques titres anciens sont autorisés à reparaître, l'Humanité, Le Figaro, l'Aube, le Populaire. Les titres sont des titres qui sont tous des titres occupant toute la largeur de la page, avec les caractères les plus gros que l'on ait pu trouver. La bataille continue dans Paris, c'est le titre du Parisien libéré du mercredi 23. Victorieux derrière ces barricades, Paris va connaître la délivrance, c'est le titre toujours du Parisien libéré le 24. Et le Populaire a pour titre « Aux armes citoyens, chassons-les jusqu'au dernier, tous aux barricades ». L'Humanité du 24, à chaque Parisien son Boche, consolidez les barricades, battez-vous comme des lions, aux armes, aux armes, aux armes. Il y a des combats, naturellement, ce qui signifie qu'il y a des morts, qu'il y a des blessés. Le bilan de la journée du 19, par exemple, sera de 125 morts du côté français, 479 blessés, et 40 morts et 70 blessés chez les Allemands. Ce qui signifie également que la Croix-Rouge s'active. Car dans tout ce remue-ménage,
d'une foule qui se fait, qui se défait au rythme de la mitraillade, de l'apparition ou du retrait de 4 ou 5 Allemands ou d'un char allemand. Des explosions proches et lointaines, des bruits également qui se répandent à travers la ville. C'est ainsi que le 19 et le 20, on a dit qu'il y avait 300 morts, place de la Concorde, ce qui n'était pas vrai. Au rythme de tous ces bruits, de tous ces mouvements, naturellement, il y a des morts, il y a des blessés. Cette bataille est une bataille qui ne fait pas entrer en scène simplement des soldats, mais de très nombreux curieux. Je regardais, avant de venir, des photos de ce mois d'août 1944. Il y a des photos étonnantes où l'on voit un homme tirant au fusil mitrailleur. Il a un calot sur la tête. Il a quelqu'un, un conseiller ou quelqu'un qui tient le pied du fusil mitrailleur, qui est lui en chemise blanche. Et puis derrière, une dizaine de personnes. Un bonhomme qui se bouche les oreilles. Et on sent que le fusil mitrailleur est en train de tirer. Et puis un monsieur d'un certain âge, un quinquagénaire, qui est cravaté, qui a un chapeau melon sur la tête, qui a un petit air sceptique. Lui, ça doit être l'ancien combattant de 14-18, immuable, critique, regardant cela d'un œil un peu sévère. Et puis déjà, des gens qui se mordent les lèvres et que l'on devine prêts à fuir, un pied levé, déjà dans l'attente de ce qui va pouvoir se passer. Bref, c'est une scène assez extraordinaire qui reconstitue cette atmosphère de guerre civile où l'on va participer à la bataille pendant 10 minutes et puis après on poursuit, on va à ses affaires ou bien on rentre chez soi pour prendre son petit déjeuner ou son dîner. Et dans toutes ces bagarres, on trouve des hommes et des femmes de la Croix-Rouge qui courent, drapeau blanc au poing, drapeau blanc orné d'une croix rouge, traînant des civières qui se précipitent et transportent les blessés, notamment dans les caves de l'Hôtel-Dieu. La Croix-Rouge qui participera également à des échanges de prisonniers et qui protégera, il faut le dire, les prisonniers allemands qui sont très souvent, hélas, maltraités et quelquefois assommés, injuriés, cela est le moins grave, mais souvent maltraités. Et la Croix-Rouge les protégera, les gardera d'excités qui avaient sans doute assez peu fait dans la résistance, mais qui se défoulent de toute leur peur. Le spectacle de Paris est celui d'une ville qui, dans certains quartiers, est à 100 lieues de la guerre et qui, dans d'autres quartiers, connaît une effervescence extraordinaire. Là, un retraité promène son chien dans une rue tranquille. Par contre, dans d'autres quartiers, quand vous voyez la rue tranquille, ça signifie qu'il y a une mitrailleuse au bout de la rue, et si l'on veut traverser, c'est à ses risques et périls, il faut aller très vite. Ici, c'est une femme ou des femmes que l'on tond et que l'on passe au minium, et plus loin, des blocos allemands tirent, ou bien ce sont des chars allemands qui attaquent de petits fortins français, comme par exemple, vous allez l'entendre, le récit de l'attaque du poste de police qui est place du Panthéon, récit fait par le gardien de la paix Chamaillard. Le mardi au matin, vers 8h30 ou 9h, nous voyons déboucher du boulevard Saint-Michel par la rue Soufflot en direction de la place du Panthéon une escouade d'infanterie allemande, suivie de 3 chars, dont un Tigre et 2 Huskies. Les chars se sont avancés jusqu'au barrage que nous avions fait à cet effet, dont j'avais tenu la garde toute la nuit. Déjà la nuit, j'ai essuyé quelques rafales de mitrailleuses qui partaient du boulevard Saint-Michel, et ma foi, je ripostais, sans savoir où je frappais, évidemment. Je ne voyais rien. Les tanks avancent et s'arrêtent face au barrage. L'infanterie monte en reconnaissance et voit que nous étions vraiment décidés à nous battre. Au mot d'ordre qui est donné du poste de halte, l'infanterie se retire et se replie dans la rue Saint-Jacques. Alors là, les tanks avancent, principalement le Tigre, et se met face au poste et se met à tirer de son canon de 77 par les fenêtres du poste. Impossible de riposter, vu que les Allemands avaient attaché sur les chars des prisonniers français, ou plutôt pour eux des otages. Nous n'avons pu riposter, autrement on aurait fait l'impossible. L'infanterie a pris le poste d'assaut et, ma foi, arrivé à la porte des couloirs qui se dirigent vers les violons,
sur les dépendances du poste. Comme il n'y avait pas d'éclairage, il faisait très noir, et ils ont compris qu'ils tombaient dans un piège. Ils se sont retirés. Et de là, les tanks se sont dirigés sur le lycée Henri IV, où ils ont tiré quelques coups de canon. On se tue dans Paris, mais au moins le combat est-il un combat face à face. Au bois de Boulogne, par contre, les Allemands vont fusiller plusieurs jeunes des équipes nationales. Les arbres contre lesquels ces garçons ont été attachés sont toujours là. En grandissant, les traces des balles sont montées, ont gagné en hauteur, mais elles existent toujours. On peut les voir, on peut presque les toucher, et elles symbolisent le sacrifice de ces quelques garçons dans les derniers jours de la libération, dans les derniers jours qui précèdent la libération de Paris. De fer, toujours en avant, les gars de Leclerc passent en chantant, jamais ils ne s'attardent, la victoire n'attend pas, et chacun les regarde, salue nos chapeaux bas. Division de fer, toujours en avant, les gars de Leclerc passent en chantant DB, vive la deuxième DB. C'est le 22 qu'ont lieu des interventions auprès des autorités alliées pour que la marche vers Paris soit accélérée. Et ces interventions ont lieu, il faut le dire, avec l'accord du général von Chostitz, qui est tout à fait d'accord pour qu'une mission française traverse les lignes allemandes et aille prévenir les Alliés de se dépêcher. Lui aussi ne veut pas d'une bataille de rue et préfère avoir affaire d'ailleurs aux troupes régulières. Le général Eisenhower avait promis à De Gaulle que des unités françaises seraient les premières à entrer dans la ville, dans Paris. Et c'est à ce moment-là que va se jouer le sort de la ville que l'on va désigner la deuxième DB. Mais avant, il faut dire un mot de l'attitude de von Chostitz. En effet, le 22, il reçoit l'ordre de détruire Paris. Et comment va-t-il se dégager de cet ordre? D'une façon qui peut paraître un peu alambiquée, mais qui est la suivante. Il téléphone à l'état-major allemand et il dit des choses tellement énormes qu'évidemment, elles ne sont pas tenues pour vrai. Il dit qu'il va faire sauter Notre-Dame, les Invalides, l'Arc de Triomphe pour dégager le champ de tir, la Madeleine et l'Opéra d'un seul coup, la Tour Eiffel dont les poutrelles vont obstruer les ponts. Il va tellement en ajouter, si j'ose dire, sur sa volonté de destruction que finalement, évidemment, il va trouver des interlocuteurs qui vont le laisser libre de sa manœuvre et le dégager des ordres d'Hitler. Le 22 également, la bataille redouble dans Paris et cette bataille va gagner, si bien que le 23, le 24, elle sera de plus en plus dure, et le 24, place de la République, les FFI du 10e et du 11e arrondissement ont décidé d'attaquer la Wehrmacht qui est retranchée dans la caserne Prince-Eugène. Ce sont des attaques et des contre-attaques qui vont être menées toute la journée. Vous allez entendre tout à l'heure un reportage de Pierre Crénès, toute la journée, avec l'aide du groupe Saint-Just, du groupe Franc Armor, du détachement Guy Moquet, du détachement Garibaldi, qui livrent combat à des troupes allemandes qui disposent de 6 automitrailleuses et de 2 chars. Voici le reportage de Pierre Crénès. Avec la voiture d'enregistrement de la radio de la nation française, dans les quartiers où les barricades spontanément se sont élevées avant même que le Conseil national de la résistance et l'état-major des forces françaises de l'intérieur en ait lancé l'ordre, nous nous sommes rendus dans ces quartiers qui cernent la place de la République, où les Allemands ont eux aussi élevé des barricades et d'où ils tirent sur les patriotes français. Nous apercevons devant nous une barricade de sacs de sable. Tout autour de nous, des éléments des forces françaises de l'intérieur, armés, repèrent une fenêtre d'où on ne sait qui tire sur eux. Les Allemands sont bien sur la place de la République, oui, sur toute la place. À proximité, c'est-à-dire à 150 mètres environ. Et ils tirent dessus, évidemment. Voici un camarade qui passe
avec un fusil mitrailleur, un revolver et une grenade. Je pense qu'il va faire une opération vers le petit hôtel d'où on croit qu'un élément ennemi tire. Car depuis quelques instants, nous entendons des coups de revolver qui passent. On nous signale... C'est une alerte? C'est une alerte, oui. Bon, ben alors si vous voulez, rentrons un petit peu sous la porte cochère. C'est pas la peine de rester en plein milieu de la rue et de risquer inutilement. Puisque tout autour du micro de la radio de la Nation française se sont groupés un certain nombre de camarades, brassards tricolores au bras, armes en main. Alors voulez-vous reprendre, si vous voulez bien, l'exposé de la situation militaire dans ce secteur? Dans le secteur, c'est-à-dire que nous sommes attaqués par les Allemands depuis, je ne sais pas exactement combien, 2 heures? Depuis midi, c'est-à-dire exactement, oui. Sortent-ils de la place ou restent-ils... C'est-à-dire que de la place, ils en sortent certainement, puisqu'ils sont sortis par le métro Oberkampf, ils ont pris le métro de la République d'Assaut, et ils sortent par tout ici. Est-ce que les Allemands lancent en dehors des barricades de la place de la République des patrouilles contre vous? C'est-à-dire que par le métro seulement. Par le métro seulement. Et les Allemands se camouflent le plus possible, parce que j'ai l'impression qu'ils ont peur, et qu'ils ne s'en sortent. Et de part et d'autre, vous restez sur vos positions, alors? C'est ça, oui, on sait qu'on les attend, on passe devant d'eux, puis ils sont plus armés que nous. Naturellement. Vous n'avez pas du tout de pièces d'artillerie comme à la préfecture? Ce que nous avons comme pièces, ce sont des pièces qu'on a réussi à leur voler. Oui, quoi, par exemple? C'est-à-dire des fusils mitrailleurs, des grenades, des mitrailleuses lourdes. Mais pas du tout de batterie anti-char? Ah non, nous n'avons rien à part des voitures, évidemment, mais enfin c'est de l'utilité pour ainsi dire actuellement. Naturellement. Ah, c'est-à-dire que de... Vers Bombardier, eux, ils tiennent dans les boulevards de Bombardier. Dans la matinée du 24, le groupement Billotte, qui appartient à la 2e DB, a progressé en direction de la porte d'Orléans. Et en tête se trouve la 9e compagnie du régiment du Tchad, qui est commandée par le capitaine Dronne. Cette 9e compagnie est constituée presque uniquement d'anciens républicains espagnols. Et une section de la 9e compagnie, qui est appuyée par des chars moyens de la 501e, a enlevé le village de Ballanvilliers à l'abordage en fonçant à travers les champs de blé moissonnés, puisqu'à cette époque, il y avait encore, très près de Paris, des champs de blé. Et puis il a pris Longjumeau. À midi, le 9, il est devant Antony. Et au milieu de l'après-midi, le groupement que commande Dronne est stoppé devant la croix de Berny, devant la prison de Fresnes. À Fresnes, les Allemands ont armé les détenus allemands, car il y avait dans les prisons allemandes des prisonniers allemands. Et ces prisonniers allemands, armés, vont se défendre très courageusement. Et maintenant, c'est la banlieue, et le groupement Dronne s'enfonce dans la banlieue, à travers des rues désertes d'ailleurs. Et comme il n'a pas de carte, eh bien, il s'engage un petit peu à l'aventure, au pifomètre, si vous voulez. Et Dronne, soudain, reçoit par radio l'ordre de se replier, de faire demi-tour jusqu'à la croix de Berny. Et là, Dronne rencontre Leclerc, qui est seul, appuyé sur sa canne, et qui lui dit « Mais Dronne, qu'est-ce que vous foutez là ?»« Mon général, je me rabats sur l'axe, j'en ai reçu l'ordre, réitéré. » « Il ne faut jamais exécuter les ordres idiots, réplique Leclerc, entrez dans Paris, filez droit dans Paris. Mais, mon général, je n'ai que 2 sections d'infanterie, il me faudrait d'autres moyens. Prenez ce que vous trouverez. Si je comprends bien, je contourne les résistances ennemies, objectif le cœur de Paris. C'est cela, droit sur Paris. Passez par où vous voulez. Dites aux Parisiens et à la résistance de ne pas perdre courage. Demain matin, la division fera son entrée dans Paris. Il était à ce moment-là 19h. Il y a des problèmes, le ravitaillement en essence, mais Dronne très vite s'organise, il a reçu une mission d'ordre psychologique et il va foncer, il ramasse une section de chars commandée par le lieutenant Michard, qui est un père blanc qui sera tué d'ailleurs quelques mois plus tard en Alsace. Il prend une section du génie, 3 sections de la 9e compagnie, dont les Halftrack portent des noms de batailles napoléoniennes, Champaubert, Montmirail, mais aussi des noms de batailles de la guerre d'Espagne, Madrid, Guernica, Brunette. En tout, quoi? 3 chars moyens, 15 Halftrack, 2 camions. Et c'est cette force, si j'ose dire, de 150 hommes qui s'ébranle à 20h. Elle est guidée par un garçon d'Antony, Georges Chevalier, qui connaît très bien la banlieue et qui sait où se trouvent les obstacles allemands et qui sait également où se trouvent les barricades françaises. Là, il est Rose, Cachan, Arcueil. Partout, après un moment de surprise, les gens sortent des maisons en courant, les rues vides se peuplent de gens qui gesticulent, qui crient, qui pleurent, qui agitent des drapeaux, qui voudraient embrasser les vainqueurs, qui mélangent tout, qui crient « ce sont les Américains » et bientôt « mais non, ce sont les Français » qui applaudissent ces Espagnols.
Ils sont en vérité leurs libérateurs. Et puis, ces franco-espagnols n'ont pas le temps de s'arrêter. Mais cependant, une Alsacienne, mademoiselle Jeanne Brochet, qui est d'habitude inspectrice des PTT, mais qui ce jour-là s'est habillée en Alsacienne, se précipite sur la Jeep de Dronne. Elle s'assied sur la Jeep, elle s'assied d'ailleurs sur le pare-brise qui était replié dans sa housse, et on entend un craquement, le pare-brise est fichu, mais mademoiselle Brochet est là, installée, elle restera, on ne réussira jamais à la faire partir, elle embrasse tout le monde, et elle va avec Dronne arriver jusqu'au cœur de Paris. Les derniers kilomètres vont se dérouler ainsi. Dronne a décidé d'aller à l'hôtel de ville, car il pense que c'est là le cœur de Paris, l'hôtel de ville et Notre-Dame. Par quelle rue, il ne sait pas. C'est un cycliste, un Arménien qui passe là, qui s'appelle Lorégnan d'Icran, qui va le guider, lui, la Jeep, l'Alsacienne, et 150 hommes qui suivent. Avenue d'Italie, rue de la Vistule, rue Baudincourt, rue Nationale, rue Esquirol, boulevard de l'Hôpital, quai de la Râpée, quai Henri IV, quai des Célestins, hôtel de ville. Ils sont à la place de l'hôtel de ville à 21h22. Dronne fait la liaison avec la division, puis il fait la liaison avec la résistance, tout d'abord avec Georges Bidault qui est là, avec Luizet, avec Chaban, avec Parodi, avec Félix Gaillard. C'est le délire, et sur ce délire, les cloches. Les cloches, le bruit des cloches comme les vagues d'un océan qui entrechoquaient, mêlées, dévisées, produiraient ce son merveilleux, cette musique des hommes qui est comme une Marseillaise tombée du ciel. Le général von Solstys les entend lui aussi. Il est à l'hôtel Meurice, il prend son dernier dîner d'occupant. Il a pour convives son chef d'état-major, son chef des opérations, ses officiers d'ordonnance, ses secrétaires. Et après le dîner, il s'est retiré dans une petite pièce. Les fenêtres sont ouvertes sur la nuit qui commence à tomber sur Paris. Et soudain, de toutes les églises montent ces cloches que vous avez entendues, et un officier lui dit « Herr Général, qu'est-ce que cela ?» Qu'est-ce que cela signifie? C'est l'armée franco-américaine qui fait son entrée dans Paris. Cette armée franco-américaine, pour l'instant, ne compte que 150 hommes. Le lendemain, la 2e division blindée arrivera en force et elle va procéder au nettoyage de Paris. Elle obtiendra à 14h35 la capitulation du général allemand, qui est pris d'abord à l'hôtel Meurice par un FFI qui ouvre la porte et qui a cette question étonnante. Il dit au général allemand « Sprechen Sie Deutsch ?» Et le général allemand, von Solstys, lui répond « Probablement mieux que vous ». Tout ne s'est pas fait aussi simplement. Cette histoire ne s'est pas écrite sans drame. Pour l'ensemble des combats, il y a eu 900 FFI tués, 582 civils tués, 130 soldats de la 2e DB tués et 2798 Allemands tués.